Débat donc sur le renouveau en politique. Pourrait-il s'amorcer de la même manière en Belgique qu'en France? Bien sûr, le système électoral est différent, on le sait, et un pays n'est pas l'autre. On va faire le point sur tout cela avec nos invités. Tout d'abord, Pierre Delven, politologue à l'ULG, Gauthier Calom, député fédéral MR, Bonjour. Hamza Fassifiri, vice-président du CDH, Bonjour. Claude Archer, cofondateur de Transparentia.be, et Patrick Prévost, député régional wallon pour le PS. Merci à vous d'être là. On a évidemment beaucoup parlé d'éthique et de politique cette semaine, et notamment dans le Facebook Live que nous avons organisé ce vendredi. Et voici les premiers messages que nous avons sélectionnés. Tout d'abord, celui de Jean Jo qui nous dit « Il faut bien se rendre compte que si l'on veut effectuer un bon travail, le cumul de plusieurs mandats n'est pas possible ». Autre message, celui de Stéphane. Comment voulez-vous vous donner à 100% dans plusieurs fonctions ou mandats? Ce sont encore des mécanismes pour s'enrichir sans rien faire. La question des cumuls est donc fondamentale. On en a beaucoup parlé dans l'actualité cette semaine encore, avec cette question qu'on vous a aussi posée sur Match Talks. Un cumul député-bourgmestre, vous êtes totalement contre à 63%. Pour les villes de moins de 50 000 habitants, et vous n'êtes que 15% à être totalement pour. Alors la question des cumuls, c'est avec celle-là qu'on va commencer ce débat. Très concrètement, je vais poser la question aux trois représentants politiques présents sur ce plateau. Pour ou contre un décumul total pour que les gens puissent y voir très clair? Patrick Prévost, je commence avec vous. Voilà, je m'en expliquerai par après, mais à titre personnel, je suis pour un décumul total. Parce qu'il y aurait plus de nécessité d'avoir quand même un petit ancrage local quand on est député au Wallon. Vous n'y croyez pas, cette théorie-là? Si, je pense que le débat aurait pu avoir lieu. D'ailleurs, il y a plusieurs mouvements au sein du Parti socialiste, et notamment un mouvement qui dit pas de cumul au-delà de 50 000 habitants, et alors une rémunération, c'est-à-dire celle de député, et alors on peut exercer un autre mandat local. Malheureusement, les histoires récentes et les affaires que nous avons connues nous empêchent d'avoir un débat serein et d'avoir la pédagogie nécessaire pour expliquer cela aux citoyens. Et dès lors, on l'a entendu, on le voit encore ici dans votre sondage, je pense que les citoyens aujourd'hui, nos militants socialistes se sont exprimés largement également en faveur du décumul total. À l'avenir, je pense que ce sera une femme, un homme, un mandat, point. Hamza Fassifiri, position du CDH sur cette question. Alors la position du CDH, c'est le décumul total des rémunérations. Parce que quand on regarde les affaires des dernières semaines qui occupent les médias et qui occupent les débats publics, et l'image qu'on vient de voir, que ce soit Yvan Mayer, que ce soit Stéphane Moreau, que ce soit André Gilles, aucun des trois n'était parlementaire. Le problème qui s'est passé dans ces affaires-là, c'est souvent des problèmes d'accumulation de rémunération, souvent avec de l'opacité, parfois des pratiques illégales. Donc il n'y avait pas de parlementaires. Donc la question du cumul parlementaire et mandataire local ne s'est pas posée. Par contre, s'est posée la question des rémunérations, de leur transparence et de leur plafonnement. Et donc nous sommes favorables à un décumul total des rémunérations. Ok, Gauthier Calom, côté du MR, parce que je sais qu'on a parfois dit décumul total, puis Olivier Chastel a mis une petite nuance. On en est où aujourd'hui? Pour être très clair, par rapport à... Parce qu'il y a plusieurs sortes, quand on parle de cumul, on parle de beaucoup de choses. Il y a à la fois la question que vous avez évoquée par rapport aux parlementaires, aux bourgmestres, échevins et présidents de CPS, donc avec un mandat exécutif local. Nous, on a une position très claire. On a déposé un texte au Parlement il y a déjà quelques semaines de cela, avec Olivier Chastel notamment et Emmanuel Burton, où on demande qu'il y ait un décumul pour les communes de plus de 50 000 habitants, parce qu'on estime qu'à partir de 50 000 habitants, on a des communes ou des villes importantes, avec des enjeux importants, où cela mérite qu'il y ait un investissement et un engagement total de la part de ces mandataires publics. Pour les communes plus petites, que ce soit des communes rurales par exemple, j'ai un certain nombre de collègues qui sont aussi bourgmestres ou échevins, dans ce cas-là, on estime qu'il peut y avoir une complémentarité. Par rapport à la question, puisque c'est lié évidemment aussi des rémunérations, il y a actuellement un plafond de 150%, donc une fois et demie l'indemnité parlementaire. Nous voulons que ce soit appliqué partout, en ce compris pour des mandats privés, comme on a pu le voir avec le cas du SAMU social. On estime que 150% doit être le plafond pour toutes les rémunérations. Encore un mot par rapport à ces cumuls, parce qu'on a beaucoup focalisé sur la question député, bourgmestre, mais il y a aussi toutes sortes de cumuls par rapport à des fonctions dans des intercommunales, dans des conseils d'administration. On en a parlé avec toute l'affaire Publifa en région liégeoise. Au niveau de MR, on n'a pas attendu de prendre des dispositions légales. On a des textes en ce sens, mais on a déjà, au sein de notre famille politique, pris des dispositions pour limiter à 3 mandats rémunérés pour l'ensemble de nos mandataires du mouvement réformateur. Les téléspectateurs qui sont aussi en train de nous suivre en direct sur Facebook sont déjà très nombreux et réagissent évidemment. Premier message, celui de Philippe. Aucun cumul, on ne peut pas faire croire aux gens qu'on peut être à plusieurs endroits différents et bien travailler. Et ceux qui utilisent l'excuse du « sans être rémunéré » entre guillemets, eh bien pour tout cela, il reste le trafic d'influence. Petite question, parce que je me suis un peu intéressé, évidemment pour le moment, il y a des cumuls, il y a des gens qui occupent plusieurs fonctions.
Si d'un seul coup on passe à un homme, un mandat, il va falloir trouver, Pierre Delven, peut-être des centaines de milliers de gens qui vont occuper les mandats laissés vacants. Est-ce qu'on se retrouverait dans un grand foutoir si on passe à un homme, un mandat? Non, je ne pense pas que ça serait un grand foutoir. Effectivement, il faudra recruter, peut-être former des cadres de partis pour occuper d'autres fonctions. Donc, mais les partis, il y a de grands partis et il y a des représentants autour de la table ici. Les partis ne sont pas de petits partis. Il y a des militants, il y a des tas de personnes qui peuvent ou qui souhaiteraient occuper des fonctions et qui n'en ont peut-être pas la possibilité. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la question du cumul, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de rémunération. On le voit avec ce que les téléspectateurs expriment. C'est aussi une question d'influence, de pouvoir, et puis c'est aussi une question de temps. De plus en plus, l'argument qui revient à dire qu'on peut cumuler plusieurs fonctions qui sont de temps plein ou presque de temps plein, eh bien, on voit que les citoyens ont de plus en plus de mal à comprendre que même si on n'a pas la rémunération liée à 2 mandats, on puisse vraiment travailler de manière consciencieuse sur 2 fronts qui sont parfois difficiles. Donc c'est un vrai changement de mentalité dans le monde politique parce que la population a déjà effectué ce virage-là, vous pensez? Je pense qu'en tout cas, les voix se font entendre de plus en plus fortement au sein de la population pour ce type de changement-là. Et les arguments qu'on a toujours entendus comme si on ne cumule pas, on ne pourra pas, on va être coupé de la réalité de son électorat, on ne pourra pas vraiment savoir quels sont les vrais problèmes des gens, c'est quelque chose qui est de moins en moins audible aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas. Voilà, et Pierre Collet est en train de terminer en direct un de ses dessins qui montre bien que ce n'est pas toujours simple d'être homme politique aujourd'hui, homme ou femme politique bien entendu. Claude Archer, je me tourne vers vous. On voulait entendre une voix un peu citoyenne dans ce débat, ce qu'on essaie de faire très régulièrement. Vous travaillez beaucoup avec Cumuléo, qu'on a déjà reçu sur ce plateau. Aujourd'hui, le cumul ou l'impérieuse nécessité d'aller vers un décumul total, vous l'analysez comment? Est-ce qu'il faut garder un certain cumul ou pas du tout? L'ancrage local, un bourgmestre peut rester juste conseiller communal, il n'a pas besoin de rester bourgmestre et député. Ça crée des gros conflits d'intérêts, ça crée des bourgmestres qui sont à la région et qui contrôlent en même temps leur commune. Donc mais ça ne permet pas de faire passer certains messages quand même. On sait que dans un parlement régional, par exemple, le discours local peut mieux passer entre collègues peut-être. Il peut rester conseiller communal et passer le même message. Comment est-ce qu'il fait passer le message à plus large échelle alors? Il est un peu coincé. Il a son député de relais, mais en tant que conseiller communal, non, je parle d'un député qui resterait conseiller communal. Ça ne pose pas trop de problèmes. Conseiller communal, c'est moins de 100 € par mois souvent. Et avec ça, il a toute l'information qu'il veut pour sa commune. Pas besoin en même temps de phagocyter à la fois la région et sa commune. On a le problème à Bruxelles où on a 19 barons un peu intouchables avec un pouvoir exorbitant. La région bruxelloise n'existe quasiment pas en termes de pouvoir de tutelle parce que c'est les bourgmestres qui sont toujours présents dans ce Parlement et via les cabinets ministériels et leurs relais. Et donc cette région bruxelloise a du mal à réellement contrôler ces communes qui restent des fiefs, des baronnies un peu intouchables. Vous avez utilisé un terme important, vous avez dit finalement il doit pouvoir en parler, un bourgmestre doit pouvoir en parler à son député relais. C'est ça qu'il faut recréer, quelqu'un qui reste sur le local et qui fait passer des messages à quelqu'un de la région au niveau par exemple du Parlement régional? Écoutez, moi, la soupe des partis, c'est pas mon affaire. Moi, c'est comment les citoyens doivent relayer au Parlement ou partout, créer un rapport de force pour qu'ils puissent un peu contrôler ce qui se passe, éviter tous ces scandales, que dès qu'un trempe le doigt dans le pot de confiture, on puisse taper dessus par la transparence, justement, le contrôle citoyen. Ce que les partis veulent faire au sein d'eux-mêmes, c'est aux partis à le dire. Moi, je ne serai pas dans un parti. On est là pour simplement que les citoyens réexercent un contrôle sur la gestion publique grâce à la transparence, grâce à des outils comme Transparencia, comme Cumuléo et d'autres sites qu'on met au point, qui permettent aux citoyens eux-mêmes de faire leur enquête et leur contrôle. Vous avez d'ailleurs collé l'autocollant de Transparencia.be. Voilà. C'est très joli, ça vous va à ravir. Merci beaucoup. Parce qu'à mon avis, ça va faire du dégât sur la poche. Patrick Prévost, sur cette question. Simplement dire que je suis député et conseiller communal. Ce sont mes 2 seuls mandats. Je suis député à temps plein. J'ai mon mandat de conseiller communal à Soigny et je n'ai pas l'impression d'être déconnecté de la réalité locale. Je suis interpellé du lundi au dimanche dans ma commune. J'étais encore ce samedi sur la braderie de la ville de Soigny où nous faisions remplir des formulaires aux citoyens pour qu'ils puissent nous dire quels étaient les points forts de la ville, quels étaient les points faibles et qu'est-ce que nous devrions améliorer justement en vue d'élaborer notre programme des élections communales en 2018, donc un programme participatif. Donc je n'ai pas l'impression d'être déconnecté et pourtant je ne suis que conseiller communal. Vous n'avez pas besoin d'être bourgmestre pour faire passer dès lors cet argument-là pour moi ne vaut pas. Et donc j'ai le sentiment, j'ai mon bourgmestre et le collège qui me relaie régulièrement des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et donc en tant que député, je ramène évidemment ces débats au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, vous êtes aussi, vous, Hamza Fassifiri, au Parlement bruxellois, même constat? Exact, et conseiller communal également. Mais au-delà des cas des personnes, je pense qu'il faut effectivement remettre le citoyen au cœur de la décision politique. Or, c'est le citoyen qui vote. Et l'importance de la transparence, elle est où? Elle est au moment où le candidat se présente devant ses électeurs en disant «
voilà ce que je veux faire pour ma commune, pour ma région, voilà ce que j'occupe comme fonction, avec, je le rappelle donc, limitation et décumul des rémunérations, ça c'est quelque chose qui est important pour nous. On peut y venir avec maintenant, aussi, pour un bourgmestre ou un échevin, évidemment, le fait de ne pas toucher de rémunération du tout pour les mandats dérivés de sa fonction de bourgmestre ou d'échevin, ça va de soi, même si malheureusement ce n'est pas encore le cas partout. Mais en tout cas, le point principal pour nous, c'est que le choix doit être dans les mains du citoyen électeur. Si le citoyen électeur estime que son bourgmestre, dans sa petite commune ou sa ville moyenne ou sa commune rurale, fait du bon travail chez lui pour les citoyens, pour ses habitants, et qu'il continue de voter pour lui pour qu'il occupe une deuxième législature ou un troisième mandat, tout en l'envoyant par ailleurs au Parlement, c'est le choix de l'électeur. Par contre, l'importance du message, c'est que le candidat doit être transparent sur ce qu'il fait, sur ce qu'il compte faire et sur la manière dont il compte rendre On des sait que sur comptes. cette question de la transparence, notamment sur la question de la transparence des salaires, parfois encore, on entend oui, mais c'est de l'ordre du privé. Il faut aller vers ça. Vous êtes d'accord, Gauthier Mais Calam? tout ce qui est public, j'entendais dans le débat précédent, tout ce qui est public doit être rendu public. C'est une évidence. Ça n'est pas encore le cas pour l'instant. Mais qu'est-ce qui coince, alors ? Qu'est-ce qui coince? C'est que pour l'instant, on devait, dans les lois précédentes, rentrer une déclaration de mandat qui uniquement concernait certains types de mandataires. Nous voulons l'étendre à l'ensemble des mandataires publics, qu'ils soient élus ou non élus. Dès le moment où on exerce une charge publique, on doit rendre cela public, à la fois sur l'ensemble de ces mandats, mais aussi par rapport aux rémunérations. Pour l'instant, il existait simplement une case où on devait mettre si le mandat était rémunéré ou non. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on donne la rémunération annuelle brute en toute transparence. Ça permettra aussi pour le citoyen de vérifier qu'on ne dépasse pas les plafonds qui ont été édictés. Cela vaut pour l'ensemble des mandataires publics. Et comme je le disais, nous l'avons déjà fait au niveau du mouvement réformateur et nous espérons que ce sera le cas Cette pour question des l'ensemble. 150% continue de mal passer. Amaury nous dit sur Facebook, pourquoi 150%? Moi, je veux bien gagner 150% de mon salaire. Les gens ne comprennent pas la justification de ces 150%. C'est parce qu'on occupe plusieurs fonctions encore qu'on aurait le droit de gagner plus. Ça passe très très mal dans l'opinion publique. Est-ce que même ça ne doit pas changer? Écoutez, à titre personnel, moi j'ai plaidé également, et il y a aussi un mouvement au niveau du Parti socialiste qui plaide pour 100%. Et j'ai parfois aussi du mal à comprendre les arguments qui visent à dire il faut aller jusqu'à 150% d'une rémunération de parlementaire. Moi, je l'ai dit, je suis député et conseiller communal. En tant que député, je gagne très bien ma vie. Quand vous dites Et donc 100%, ça suffit passe bien au PS, amplement. ou bien c'est- Mais écoutez, après, on aura évidemment un congrès le 2 juillet et les militants pourront à nouveau s'exprimer par rapport à cela. Mais je pense qu'on doit ramener de la décence au niveau des rémunérations des politiques. On l'a vu effectivement, et je pense que le débat député-bourgmestre n'est pas la panacée, et ce n'est pas ça, et on devra mettre des mesures complémentaires justement pour éviter les scandales à l'avenir, mais on ne peut plus demain avoir des personnes qui s'engagent en politique pour s'enrichir, pour gagner énormément d'argent. Tout travail mérite salaire, donc je pense qu'un député peut gagner sa vie correctement, mais moi je le dis encore une fois, un député gagne très bien sa vie et ça suffit amplement pour vivre très correctement. Hamza Fassifiri? Oui, au risque de me répéter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le décumul des rémunérations. Ça dit ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne cumule pas les rémunérations et qu'à un moment, il faut opérer un choix pour celui qui, à un moment, occupe plusieurs fonctions. Avec des balises complémentaires, comme je l'ai dit, un bourgmestre ou un échevin ne peut en aucun cas avoir une rémunération complémentaire pour une fonction dérivée de la sienne première. Ça, pour nous, ça va de soi. Alors Claude Archer, sur cette question, vous venez d'entendre un peu un tour de table sur la question de la transparence des rémunérations, peut-être d'une baisse des rémunérations. Votre position à vous sur cette question? Ben c'est 150%, c'est une bonne blague. C'est une bonne blague, ils ne sont pas du tout respectés, parce qu'il y a tellement de mandats dérivés, même des mandats privés. On voit certains échevins à Bruxelles qui ont 200 000 €, qu'on l'a vu avec Pascal Peretta pour les mandats au CPS ou Yvan Mayer, mais à Scarbir, on a des échevins à 300 000 €, plus qu'Angela Merkel. Donc 150%, on arrive à 5 000 net, on est loin de là. Donc c'est une blague, c'est 150%. Parce qu'il y a tellement d'autres mandats. Vous avez mené une étude sur l'ensemble des rémunérations? Bien sûr, oui. En fait, depuis 2006 à Bruxelles, 11 ans, depuis 2006 normalement, l'ensemble des rémunérations et des mandats, et également dans les ASBL paracommunales, et également dans les mandats qu'on appelle privés, dérivés, devaient être déclarés. Depuis 11 ans, ça n'a jamais été fait. Ce cadastre, en Wallonie aussi, on n'a jamais réellement inquiété les représentants qui n'ont pas respecté ça. Donc 150%, on va arriver à 5 000 net, quelque chose comme ça, c'est de la blague. Certains sont à 300 000 par an, 200 000 par an, des gros bonnets, évidemment. Vous avez fait le listing, il y a des noms qui ressortent? Bien sûr, bien sûr. Ils sont sortis dans la presse, vous l'avez vu à Bruxelles-Ville, mais c'est la même chose à Scarbeck, c'est la même chose dans toutes les grandes communes de Bruxelles que je connais. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que la région est contrôlée par ces mêmes échevins et bourgmestres qui représentent un tiers du Parlement, et ils ne vont jamais se tirer une balle dans le pied en se forçant eux-mêmes à déclarer ce qu'ils n'ont pas envie de déclarer. Alors vous plaidez pour quoi? Mais en fait, simplement que la loi soit appliquée. Ça fait 11 ans qu'en Wallonie et à Bruxelles, après les affaires de la Carolo, de même qu'après Publifine, maintenant on va créer des lois, il n'y a pas besoin d'inventer l'eau chaude ou le fil à couper le beurre. Ces lois existent, seulement il n'y a pas de sanction. Aucune sanction n'a été prévue.
aucune obligation contraignante, ce qui fait que chaque année, vous pouvez ne rien déclarer, vous n'irez jamais en prison. Ne vous On inquiétez reste pas. sur des petits arrangements entre amis, quoi, en gros. C'est ça, c'est parce qu'il y a des conflits d'intérêts entre les régions et les communes, et notamment avec ces cumuls de députés bourgmestres, entre autres. C'est que ce cadastre, depuis 11 ans, n'a jamais été tenu. Donc maintenant, on promet qu'on va le tenir. J'espère qu'on ne va pas attendre 11 ans encore pour le voir. Gauthier Calomne. Mais je voulais réagir par rapport à ce que monsieur indiquait. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de mandataires qui ont dysfonctionné. Je précise quand même que ça reste une minorité par rapport à l'ensemble des mandataires qui s'engagent publiquement, qui consacrent du temps et souvent même bénévolement. Mais c'est vrai que parmi ces cas qui dépassent ce plafond, qui dépassent la limite légale qui existe aujourd'hui, donc il n'y a pas besoin d'inventer des nouvelles règles, il y a des règles qui existent. Certains ont constitué des ASBL privés, des sociétés privées, ont même perçu pour certains des rémunérations via des sociétés qu'ils avaient créées. C'est tout à fait inadmissible. Il s'agit d'argent public. Quand j'entends, par exemple, que le SAMU social est une ASBL privée, moi, ça me fait rire, subsidié à plus de 95% par de l'argent public, des fonds publics. Ça veut dire que le citoyen, qui est finalement le principal contribuable par rapport à ça, doit avoir une totale transparence par rapport à ça. Et ce sont pour moi des mandats publics. Hein. Il faut quand même être clair à un moment donné. Anton nous dit sur Facebook Live, nous allons créer de l'emploi en supprimant le cumul de mandats. C'est un petit peu ce qu'on disait en début de débat. Hamza Fassifiri, puis je reviens vers vous, Pierre Delven. Oui, un complément simplement pour dire que l'ordonnance bruxelloise est en train d'être étoffée parce que ce n'est pas que les mandataires ne déclaraient pas. La plupart des mandataires, si pas l'écrasante majorité des mandataires déclarés restent sous le plafond des 150%. C'est que certains considéraient que telle ou telle fonction était dans une structure privée. C'est cela qui ne va pas et l'ordonnance a été revue, donc elle va être votée dans la semaine qui vient, dans les 2-3 semaines qui viennent à Bruxelles, pour intégrer désormais l'ensemble des mandats, quelle que soit la nature finalement de la structure. Une ASBL dite privée, demain, elle sera dans le champ d'application de la loi. Donc c'est ça en fait la nouveauté et le gain de l'effectivité de cela par rapport à avant, c'est qu'on intègre des choses qui étaient exclues. Tout comme on va intégrer demain des non-élus qui occupent des fonctions rémunérées, qui eux passent aujourd'hui sous le radar complètement. Quelqu'un qui n'est pas conseiller communal, qui est un technicien, qui est envoyé dans telle ou telle structure X ou Y, lui, il pouvait cumuler tant qu'il voulait, personne ne voyait même qu'il existait. Tout ça est désormais également terminé, c'est dans la loi. Désormais, cette transparence s'applique pour tous, quel que soit le statut de la personne, et pour toutes les structures, quel que soit le statut des structures. Pierre Delven, est-ce qu'il ne faut pas justement maintenant revoir précisément tous ces modes de fonctionnement pour rendre confiance à la population? Vous, en tant que politologue, j'imagine que forcément vous avez aussi des échos de ce que pensent les gens. Finalement, est-ce que le changement qui doit s'opérer, c'est un changement où il faudrait que demain, tout soit publié pour permettre aux citoyens d'aller mieux se renseigner? Parce que le citoyen nous dit aussi très régulièrement, on ne sait pas où on doit aller chercher de l'information. La transparence n'est qu'une facette du problème. Effectivement, il y a des progrès à faire en matière de transparence. Il faut voir aussi jusqu'où on souhaite aller en matière de transparence. Parfois, certains critiquent ce qu'ils appellent une dictature de la transparence quand on voudrait, on pourrait à l'avenir devoir déclarer son patrimoine, devoir, on l'a vu dans le débat tout à l'heure avec Paul Magnette, montrer son agenda, le rendre public. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à où on met la limite quand on pose le débat de la vie privée, effectivement, quand on pose le débat de la transparence. Pour revenir au débat qui nous occupait tout à l'heure, ce qu'on voit avec ce qui se passe autour des scandales à répétition, c'est que, d'une certaine manière, les citoyens questionnent les inégalités. Donc ça se cristallise sur le monde politique pour le moment, et donc la question de leur salaire, effectivement, est posée et de plus en plus fortement. Mais de manière plus générale, c'est les inégalités sociales, c'est une question de justice que les citoyens posent. Et donc je crois que ce débat-là, en matière politique, il faudra l'accompagner aussi du débat qui consiste à reconnaître que les députés, la très grande majorité des députés, ne gagnent pas trop. Ceux qui ont une rémunération, les fameux 100%, eh bien, ont une rémunération qui est juste par rapport à un travail qu'ils fournissent avec énormément de professionnalisme. Ce sont des gens qui travaillent, qui ne comptent pas leurs heures, etc. etc. Donc ce débat-là aussi est de moins en moins audible parce que les scandales se répètent. Et vous nous avez aussi posé des questions sur le cumul avocat-réviseur avec des fonctions politiques. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts? On a beaucoup parlé aussi effectivement déjà de cette question des conflits d'intérêts. Pour l'heure, il est 12h44. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Nous sommes en train de mener un débat sur ce qui doit changer en politique demain, notamment en matière d'éthique. On vous a posé une petite question, et je voudrais qu'on change de chapitre. On vous a posé une question sur les coalitions, le système des coalitions, qui donne aussi parfois un peu l'impression qu'on peut organiser les choses un peu en dehors de tout contrôle du citoyen. Et les coalitions en Belgique, via Matchtalk, eh bien, vous nous dites à 41%, il faut en finir. Ou alors, à 40%,
OK avec ces coalitions si elles sont annoncées à l'avance. Et ça, évidemment, ça fait toujours partie d'un vrai souci de transparence. Du coup, on s'est un peu intéressé à la question du système électoral en Belgique, en le plaçant sous le terme de l'éthique. Et voilà ce que vous nous avez dit dans le Facebook Live de vendredi. Marco, tout d'abord, nous a dit « Besoin de nouveaux mouvements plus démocratiques. Je ne crois plus au renouveau des anciens partis et je ne pense pas être le seul. » Christian nous a dit également « Les jeunes dans les partis doivent attendre tellement longtemps pour une place éligible qu'ils sont déjà vieux quand ils arrivent au pouvoir et qu'ils sont donc formatés. » Deux aspects très importants, même si volontairement, je le précise, on a invité des personnalités politiques plus jeunes, entre guillemets, mais c'était important de les entendre. Deux choses donc, deux chapitres maintenant sur ce débat. Les coalitions d'une part, l'arrivée de la jeunesse et peut-être de nouveaux mouvements en Belgique, un peu à l'image d'Emmanuel Macron. Ce système des coalitions, est-ce qu'il doit être revu, Patrick Prévost? Moi, j'ai toujours une difficulté. Alors, le système électoral est celui que nous avons et nous devons évidemment vivre avec. Mais donc ces fameuses coalitions, en tout cas annoncées avec qui on ira en coalition, me semblent un petit peu pervers. Le MR avait dit avant les élections en 2014, jamais avec les NVA. On a vu que ce qu'ils avaient annoncé s'est révélé tout à fait faux au final. Je pense notamment aux élections communales également, où je trouve parfois ridicule qu'on puisse déjà faire des coalitions avant même les élections. Oui, mais on sait qu'il y a des accords préélectoraux. On sait évidemment que les accords préélectoraux existent, mais je pense que l'enjeu d'une élection, c'est évidemment que le citoyen puisse tout d'abord exprimer son vote. Et donc oui, mais il râle quand il découvre que la coalition qui est formée, si par exemple je vote pour un parti que je n'aime pas du tout un autre parti, que ce parti que je n'aime pas se retrouve au pouvoir, on se dit mon vote n'a servi à rien. Oui, sauf que le citoyen aura voté pour ce parti en lui faisant évidemment confiance. Alors après, s'il est déçu de la coalition qu'il a choisie, je parle de l'exemple du MR avec la NVA, il pourrait évidemment voter autrement aux prochaines élections. Gauthier Calom. On est dans un scrutin proportionnel. Alors, on peut vouloir changer de système, avoir un majoritaire, ce qui donne des choses plus claires. Mais je constate que le débat en France, où on a un scrutin majoritaire, et là on est au cœur de l'actualité, puisque ce soir c'est le deuxième tour des législatives, on veut réintroduire de la proportionnelle. Donc je vois que finalement le débat n'est tranché nulle part, mais il se fait que dans le système tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec un système proportionnel, sauf à avoir une majorité absolue, eh bien, on est obligé de composer avec différents partis. Et c'est vrai que pour moi, il faut attendre le soir des élections, de voir quels sont les partis qui ont remporté le plus de suffrages et d'essayer entre eux de constituer une coalition. Toujours entre eux ou par exemple proposer les coalitions possibles sur base d'un premier tour, de proposer alors à ce moment-là un deuxième tour et de voter pour des coalitions qui existeraient. C'est une proposition qui avait déjà été faite sur ce plateau. Pourquoi pas? Je pense qu'on peut y réfléchir. Ça donnerait plus de transparence. Ça permettrait aussi de se positionner pour les citoyens entre les deux tours en question. Ça donnerait, par rapport à la question de la transparence dont on parlait tout à l'heure, ça donnerait aussi un choix beaucoup plus clair pour l'électeur. Hamza Fassifiri puis M. Archer sur cette question. Il n'y a pas de système parfait déjà, donc ça il faut reconnaître que le débat en France montre que même le système majoritaire, certains le critiquent. Moi je pense que notre système proportionnel a un avantage quand même important, c'est que la coalition qui est constituée, quelle qu'elle soit, représente beaucoup plus les nuances qu'il y a dans la population qu'un système majoritaire qui est beaucoup plus blanc-noir et les nuances n'existent plus. On perd du temps quand on doit en France par exemple alterner entre la gauche, la droite, et on sait que les uns et les autres vont... Regardons ce qui se passe aux États-Unis, c'est encore un système majoritaire où on voit que le président actuel passe son temps à démanteler ce qui a été fait les 5 dernières années ou les 8 dernières années. Donc finalement, on passe du temps à avancer puis à reculer, avancer. Une coalition évite ce genre de problème en essayant de construire quelque chose qui fait le consensus le plus large. Mais comment améliorer quand même le pouvoir des choses dans les mains des citoyens? Parce que c'est ça qui compte. Notre proposition, j'ai déjà eu l'occasion de la présenter, mais donc je la présente de nouveau, c'est de voter 2 fois le jour du vote. On vote d'abord pour un parti, celui qu'on choisit pour ses valeurs, pour son programme, pour ses idées, pour ses personnalités. Et puis on indique une préférence de coalition sur le bulletin de vote. Pas de tour. Alors vous dites qu'il faut faire ça le même jour. Le même jour. Ouais. Donc je vote pour les idées que je souhaite défendre, la personnalité que je souhaite défendre, le parti qui va me représenter au mieux. Et j'indique une préférence de coalition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parti qui sort gagnant va recevoir non seulement le résultat en nombre de voix et de sièges, mais va avoir une indication des citoyens qui vont lui dire, eh bien, on préfère vous orienter vers tel type de coalition. Ça remet la décision dans la main des citoyens. Ben, pour nous, c'est un faux débat. C'est-à-dire que le contrôle doit être continu pour les citoyens. Inviter tous les 6 ans les gens à décider qui partage le butin, moi, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui concerne, c'est qu'en continu, pendant le mandat, les citoyens puissent de manière continue et transparente voir ce qui se passe, où passe l'argent public, comment sont prises les décisions. Inviter tous les 5 ans les citoyens à dire « Hé, on vous a pas oublié, revenez les gars, comment on partage le butin entre nous ?» Ça ne nous concerne pas. Je pense que vraiment, si on veut un changement de société, c'est un contrôle continu sur la politique, c'est-à-dire de savoir exactement à tout moment comment sont prises les décisions, dans quel intérêt, quels sont les lobbies qui agissent, où passe l'argent public. Ça, c'est pendant tout le mandat. Et inviter juste, après 5 ans, dire « À votre avis, on prend du rose là, du vert là, etc. »
Moi, personnellement, je ne trouve pas ça très utile, parce que c'est vraiment faire rentrer les citoyens dans la soupe interne des partis une fois tous les 5 ans. C'est le continu qui est important, un contrôle continu. Très très rapidement, et puis je voudrais qu'on passe à Pierre Delvenne pour analyser cette évidemment possibilité-là. qu'on est d'accord. Un des problèmes aujourd'hui de notre démocratie, c'est qu'elle est devenue une démocratie de partis et moins une démocratie de citoyens. Là-dessus, je suis à 100% d'accord avec vous. Il ne faut pas que demander l'avis des citoyens tous les 5 ans ou les 6 ans ou peu importe. Il faut les associer à tous les moments de la démocratie, à savoir le moment du choix. Et là, les coalitions, ça reste un sujet important. Le moment de l'élaboration des décisions, panel citoyen, conférence de consensus, tous les outils qui existent aujourd'hui pour faire de la démocratie participative. Le moment du contrôle, et là votre travail par exemple l'illustre à merveille. Le moment de l'évaluation, où il faut que le citoyen soit autour de la table aussi pour évaluer les politiques. Et enfin le moment de la sanction politique et du choix politique. Donc bientôt dans l'Isoloir, on aura tous un bulletin et on mettra des codes sur 10. Pierre Delvenne, réaction là-dessus, parce que ce serait un vrai changement, ça, si le citoyen avait la possibilité de se prononcer pour un deuxième tour finalement, et de dire voilà, je veux qu'on aille vers ça, peu importe que ça soit le jour même ou un autre jour, mais est-ce que ça pourrait être un bon changement de mentalité de système électoral? Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que ça n'est pas vraiment respecter le citoyen que de faire ça. D'abord, parce qu'en pratique, je ne suis pas certain que ça soit vraiment réalisable dans nos scrutins proportionnels. Après, on sait que le soir des élections s'ouvre ce qu'on appelle parfois le deuxième tour, qui est un ensemble de moments importants où il y a des négociations qui s'ouvrent. Chaque parti politique a un projet, qui est un projet de société. Et je pense que si on prend le citoyen au sérieux, si on veut lui faire passer le message que son vote compte, eh bien, en réalité, il faut lui dire, effectivement, le vote compte, le vote de chacun compte. Et le rôle du citoyen, c'est d'attribuer un poids politique à chacun des partis. Et selon que, évidemment, chaque parti souhaiterait réaliser 100% de son programme, mais selon qu'on ait 30% des suffrages, si on a recueilli 30% des suffrages, ou si on a recueilli 9% des suffrages, on ne va pas pouvoir réaliser la même chose, le même pourcentage de son programme. On ne pèsera pas de la même manière à la table des négociations. Et donc, les alliances peuvent varier aussi en fonction de ce que le citoyen a souhaité exprimer et du poids qu'il a conféré à chacun des partis. Qu'on avance et puis qu'on puisse parler de la place des jeunes dans la politique et peut-être de la nécessité de renouveau. Très très rapidement, alors Gauthier Calom. Je voulais juste réagir par rapport à l'intervention que vous venez d'évoquer en disant oui, tous les 6 ans ou tous les 5 ans, on va voter et puis finalement, entre-temps, on ne prend pas le pouls des citoyens. Moi, je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre. On est dans une démocratie parlementaire où il y a des votes et des élections qui ont lieu régulièrement. Je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre et c'est tout à fait complémentaire et qu'on peut par ailleurs, en parallèle, faire davantage de transparence, ouvrir les portes des parlements, ouvrir les portes des assemblées parlementaires, retransmettre en direct. J'ai fait une proposition pour que la RTBF retransmette en direct les débats tels qu'ils sont vécus à la Chambre. Je pense que ça participe notamment à impliquer davantage le citoyen, mais aussi à travers les formules qu'on a proposées, droit d'initiative citoyenne, modernisation du droit de pétition. Ce sont toutes des choses auxquelles on discute. Il faut faire pour attention, l'instant. évidemment, quand on nourrit, ou en tout cas quand on propose cela aux citoyens, il ne faut pas le décevoir derrière. Et on a parfois eu des exemples où, et je trouve que la consultation populaire notamment est une excellente idée, mais on a des exemples malheureux. Je pense notamment à l'exemple il y a quelques années à Namur, où on a proposé aux citoyens de s'exprimer. Les citoyens se sont largement exprimés, et puis au final, le politique s'est assis sur cette décision. Et donc là, quand on essaye de faire nourrir justement cette attente du citoyen et qu'on le déçoit, c'est la double peine, en tout cas pour le politique qui a amorcé cette idée de consultation populaire. Pierre Delvenne. 2 choses par rapport à la consultation populaire et la participation de manière générale. Je pense qu'on doit voir plus loin que la consultation populaire ou le référendum parce que ce sont des mécanismes qui sont souvent très limitatifs. La question est assez réductrice, on demande aux citoyens de répondre par oui ou par non. Souvent, ils contestent les termes dans lesquels la question lui est posée et il y a beaucoup plus de nuances qui pourraient être exprimées. Donc la démocratie participative doit voir beaucoup plus loin que la consultation ou que le référendum, à mon avis. Par ailleurs, si l'homme ou la femme politique décide de ne pas respecter ce que les citoyens ont exprimé, c'est forcément un message fort, mais là on revient au débat sur la transparence. Il peut arriver qu'il ne respecte pas ce que les citoyens ont exprimé, parce que c'est quand même lui qui est le décideur, c'est pour ça qu'il a été élu, mais alors il doit s'en expliquer en toute transparence et rendre visible le caractère politique du choix qu'il a posé. Donc, il y en a là qui nous dit sur Facebook et qui réagit donc en direct sur le Facebook Live, les programmes et les futures coalitions possibles devraient figurer dans un contrat où le parti devrait remplir X% de ses obligations qui étaient contenues dans sa promesse électorale, droits et obligations donc qui vont de pair pour le monde politique. J'aurais bien voulu qu'on discute un peu de l'arrivée des jeunes en politique, dont vous êtes un peu les symboles. On est malheureusement arrivé au terme de cette émission. On va devoir se revoir un de ces jours pour organiser ce débat-là. Rendez-vous MC. Ce sera en tout cas. Qu'est-ce que vous faites dimanche prochain? Non, je plaisante. On sera encore jeune. C'est la fin de cette émission. Merci en tous les cas à vous d'être venus mener ce débat en vous écoutant sereinement et en faisant des propositions en avançant. C'est toujours plus agréable quand ça se passe comme ça. Fin de cette émission, je l'ai dit. Merci à toute l'équipe. Merci à vous qui nous avez suivis.
en télé, en radio sur la première ou sur Internet. On se quitte avec la citation de la semaine. Vous avez beau ne pas vous occuper de politique, la politique s'occupe de vous tout de même. C'est de Charles de Montalbert, un historien et homme politique français du 19e siècle. Bon dimanche.